Alors, fiche sur la non-prolifération, on peut commencer cette fiche en rappelant que la Corée du Nord multiplie les provocations, les tirs de missiles vers la Corée du Sud, et que au Moyen-Orient, les tentatives pour ramener l'Iran vers la non-prolifération se sont jusqu'ici avérées infructueuses. Alors ces deux États proliférateurs nous montrent que la question de la non-prolifération est centrale dans les relations internationales aujourd'hui. Elle est centrale parce que les armes de destruction massive, c'est-à-dire le nucléaire, le radiologique, le biologique et le chimique, on parle de NRBC, mais surtout bien sûr le nucléaire, sont tellement puissantes qu'elles peuvent avoir des conséquences catastrophiques. On se souvient bien sûr d'Hiroshima, de Nagasaki au Japon. Et donc la volonté d'éviter que les États acquièrent ces armes, ce qu'on appelle la non-prolifération, c'est un sujet majeur dans les relations internationales. Alors est-ce que le système international a permis d'éviter cette prolifération? Ça n'est pas évident. Première partie, nous verrons d'abord que le système international de non-prolifération a obtenu des succès, mais que face aux défis actuels, il est urgent de le renforcer. Alors tout d'abord, le système international de non-prolifération a obtenu des succès. Première sous-partie, je reviens sur le système international de non-prolifération. Et pour simplifier, je distinguerai deux aspects. Premier aspect, le système qui existe sur le nucléaire, et ensuite les autres armes de destruction massive. Alors sur le nucléaire, donc plusieurs traités régissent la non-prolifération. Le principal, c'est le traité de non-prolifération de 1968, le TNP. J'en ai parlé dans la fiche sur le désarmement. C'est un traité qui aujourd'hui est quasi universel et qui interdit en fait la possession de l'arme nucléaire, sauf pour les 5 États dotés, qui sont aussi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ce traité est entré en vigueur en 1970. D'autres traités existent, par exemple il y a des traités régionaux qui vont créer des zones dénucléarisées dans certaines régions du monde. Plusieurs régions sont couvertes par ces traités. On peut citer par exemple l'Antarctique, le traité de 1959, le Pacifique, l'Amérique du Sud, l'Afrique, autant de régions théoriquement dénucléarisées. En revanche, il n'y a pas de traité pour le Moyen-Orient. Et puis, à côté de cette non-prolifération sur le plan nucléaire, vous avez d'autres, c'est mon deuxième point, d'autres traités qui vont concerner les autres armes de destruction massive. Alors, on peut mentionner l'arme chimique, donc le protocole de Genève de 1925, j'en ai aussi parlé en matière de désarmement, a été complété en 1993 par la Convention internationale contre les armes chimiques, qui est l'organisation qui prohibe en fait non seulement l'usage, mais aussi la détention d'armes chimiques. Puis vous avez une autre convention de 1972 qui interdit également les armes biologiques. Alors ces deux conventions sont très importantes, mais il faut rappeler qu'elles sont prolongées par ce qu'on appelle des régimes de fournisseurs. Les régimes de fournisseurs sont des systèmes juridiques, des traités ou des accords qui interdisent aux États d'exporter des matériaux capables de développer des armes de destruction massive vers certains États proliférateurs. Alors, on peut mentionner, par exemple, le groupe des fournisseurs nucléaires, donc le groupe de Londres, qui a été créé en 1975. On peut mentionner le groupe Australie, qui a été créé en 1984, et lui, il s'agit des armes chimiques, de la construction d'armes chimiques. Et puis enfin, vous avez le régime de contrôle de la technologie des missiles, le MTCR, 1987, qui lui interdit les exportations vers des pays qui voudraient faire ce qu'on appelle de la prolifération balistique, puisque bien souvent l'usage des armes est corrélé au développement de missiles, c'est-à-dire de technologies balistiques. Alors globalement, et c'est mon petit 2, on peut dire que ces mécanismes internationaux se sont révélés assez efficaces. Pour deux raisons. D'abord parce que, objectivement, il y a peu de prolifération par rapport à ce qui aurait pu se passer. Donc le président Kennedy, en 1960, prévoyait
qu'à la fin de la décennie 60, donc en 1970, il y aurait 20 États possesseurs de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on en est à une petite dizaine. Donc vous avez les 5 États dotés, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, et puis vous avez 3 États qui sont de fait des puissances nucléaires, non membres du TNP. Il s'agit de l'Inde, du Pakistan et d'Israël. Et puis il y a probablement la Corée du Nord qui a développé non pas des missiles nucléaires, mais en tout cas des bombes nucléaires. Alors cette faible prolifération, on la retrouve dans les autres types d'armes. Par exemple, l'OIAC, l'organisation qui applique la Convention d'interdiction des armes chimiques, qui est basée à La Haye. L'OIAC, elle a calculé que 80% des stocks d'armes chimiques qui existaient en 1990, à la fin de la guerre froide, ont été détruits aujourd'hui. Et même certaines estimations vont au-delà de ces 80%. Alors deuxième point, comment expliquer ces bons résultats ? Eh bien, ces bons résultats s'expliquent par d'abord l'évolution de la situation internationale. La guerre froide s'est terminée. Beaucoup d'États qui craignaient un conflit nucléaire ont abandonné leur programme nucléaire. On peut penser à des États européens comme la Suède. On peut penser même à des États du Sud qui avaient l'arme nucléaire et qui l'ont abandonnée, comme l'Afrique du Sud. Après la fin de l'apartheid, elle a renoncé, elle est le seul État à avoir renoncé à l'arme nucléaire. Et puis, vous avez aussi le fait que certains États, comme les États-Unis, ont donné des garanties de sécurité à leurs voisins, aux pays notamment européens, ce qui leur a évité à ces pays de développer leur propre capacité nucléaire. Et puis, vous avez aussi l'efficacité des inspections menées par les organisations internationales. Par exemple, en matière nucléaire, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, qui inspecte. Et elle a, par exemple, inspecté dans les années 90 le programme de l'Irak. Et elle a réussi à le démanteler en grande partie. Aujourd'hui, l'AIEA est très présente en Ukraine. Elle suit ce qui se passe avec les centrales ukrainiennes menacées par la guerre avec la Russie. Alors ces facteurs de succès sont réels, mais deuxième partie, aujourd'hui il y a des menaces renouvelées sur la non-prolifération et on peut se demander quelles sont les solutions pour la conforter. Donc première sous-partie, je reviens d'abord sur les menaces contre contre la non-prolifération, donc les menaces de prolifération. Donc les deux éléments dans ce petit 1. Premier point, il y a un certain nombre d'États qui sont des États proliférants. Alors j'ai cité les États qui ne font pas partie du TNP, l'Inde, le Pakistan et Israël. Ils sont donc possesseurs de l'arme, mais je dirais légalement, puisqu'ils sont hors du TNP. De manière plus inquiétante, vous avez des États qui sont membres du TNP, mais qui néanmoins veulent développer leur capacité nucléaire. Alors le plus connu, bien sûr, la Corée du Nord, elle a même annoncé son retrait du TNP en 2003. L'Iran, qui prétend qu'elle a un programme civil, mais développe en réalité des capacités nucléaires. Et puis, on évoque parfois d'autres États, par exemple la Syrie ou la Birmanie. Donc, pour certains, on aurait un deuxième âge nucléaire, c'est-à-dire la multiplication de possesseurs de l'arme nucléaire par de petits États qui, en fait, l'utilisent pour garantir la survie de leur régime. Et cette prolifération nucléaire, elle se retrouve aussi dans la prolifération des autres armes de destruction massive, donc l'utilisation de l'arme chimique, par exemple, en Syrie. Le régime syrien l'a utilisé à de très nombreuses reprises après la guerre civile qui s'est déclenchée en 2011. Et l'arme chimique, elle a même été utilisée sur le sol européen par la Russie. C'est l'attaque de Salisbury en 2018. Et puis, c'est l'empoisonnement de certains opposants, par exemple M. Navalny, en 2020. Alors, ces proliférants, ces États proliférants, cela s'explique aussi, c'est mon deuxième point dans le petit 1, par la faiblesse du consensus international sur la non-prolifération. Donc là, je rappelle que la France, par exemple, a au départ été assez réticente sur la non-prolifération. Elle a signé le TNP
en 1968, mais elle ne l'a ratifié qu'en 1992. Et entre-temps, elle a quand même fait bénéficier certains États de sa technologie nucléaire, par exemple l'Irak. De même, aujourd'hui, certains instruments comme la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, eh bien, ce n'est pas un texte universel. Certains États ne l'ont pas ratifié, comme l'Égypte, par exemple, qui possède des armes chimiques face à Israël. Et puis, certains États qui l'ont ratifié ne sont pas toujours très respectueux. Par exemple, la Russie est notoirement liée au programme chimique de la Syrie. Alors face à cette situation, comment renforcer, c'est mon petit 2, la non-prolifération? Eh bien, les deux axes pour la renforcer. Premier axe, premier point, c'est renforcer en fait les mécanismes existants, les traités existants. Donc faire en sorte que le traité de non-prolifération fonctionne mieux. C'est un traité qui prévoit aujourd'hui de se réunir tous les 5 ans pour effectuer des conférences de révision. Donc l'idée, ça serait de renforcer dans le traité les mécanismes de non-prolifération, notamment les droits des inspecteurs de l'AIEA. Mais il y a beaucoup d'opposition de la part des États du Sud qui considèrent qu'ils n'ont pas droit certes à l'arme nucléaire sur le plan militaire, mais que le nucléaire civil doit leur être très ouvert et donc ils sont très réticents à davantage d'inspections. Et puis on pourrait aussi imaginer de renforcer les autres instruments, les autres traités, notamment l'OIAC pourrait devenir un traité de non-prolifération pour la chimie. Ça permettrait de contrôler notamment les parties civiles dans le secteur chimique qui sont aujourd'hui très faiblement contrôlées. Un deuxième élément, ce serait d'adopter des mécanismes beaucoup plus durs de lutte contre la prolifération, donc de manière extrêmement brutale. En Israël, par exemple, l'idée c'est d'éviter qu'un autre État acquiert des armes nucléaires. Donc les Iraniens ont été victimes d'attaques indirectes par Israël. Israël a même détruit très directement une centrale nucléaire en Irak en 1981. Et aujourd'hui, certaines des frappes en Israël contre la Syrie s'expliquent par cette dimension nucléaire. Mais évidemment, l'inconvénient de ces mesures, c'est qu'elles sont en dehors du droit international et donc elles ne doivent pas être encouragées. C'est ce qu'on appelle la contre-prolifération par rapport à la non-prolifération. C'est pas quelque chose qui est soutenu globalement par les Occidentaux. Alors j'en arrive à ma conclusion. Comment les Européens se positionnent par rapport à cette problématique? Bon, mais globalement, l'Europe est divisée. Vous avez certains États européens, comme la France, qui sont détenteurs de l'arme nucléaire. Au sens géographique, l'Angleterre, évidemment, aussi. Vous avez d'autres États européens qui n'ont pas l'arme nucléaire, mais qui ont une garantie américaine, donc qui ont des armes américaines sur leur territoire, comme l'Allemagne ou l'Italie. Et puis vous avez certains États européens qui sont très hostiles à l'arme nucléaire, comme l'Autriche, et qui ont même signé des traités récents, comme un traité interdisant les armes nucléaires. C'est le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui est entré en vigueur en 2021. Et donc sur ce sujet très, très complexe, il n'y a pas de consensus des Européens. Le seul consensus existant, c'est quand même le soutien à la logique de la non-prolifération, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas étendre le nombre d'États possédant l'arme nucléaire. Ce serait la position consensuelle de l'Union européenne sur le sujet.